Alors ça tombe bien, on avait préparé des slides pour se présenter. Du coup, on va gagner du temps. Ah, c'est moi qui commence Non, avec la mais attends, j'ai un truc à dire d'abord. Je vais en profiter pour vous annoncer un petit jeu. Vous verrez que dans cette présentation, on a caché des groupes ou des interprètes. Il y en a 13, je vous aide. Et l'idée, c'est de les reconnaître. Et les deux premières personnes qui nous donneront les 13 interprètes au stand de Sphère gagneront un petit cadeau, un beau cadeau. Voilà, j'en dis pas plus. C'est pas facile. Ça dépend pour qui. Ok. Donc juste, pour moi, c'est un moment un peu spécial en fait. Okay. Parce qu'il y a en termes de nombre, il y a deux choses qui rentrent en résonance en ce moment. Ça fait 25 ans que je fais du service, quasiment jour pour jour. Et puis la semaine dernière... 50 ans. J'ai eu 50 ans. Voilà. Donc on peut encore être... Ouais. J'aime bien faire des présentations avec Didier, il me fait des petites surprises comme ça, toujours au dernier moment. C'est pas fini, t'inquiète. Voilà, bah, tu savais que j'avais 50 ans, ceci. Ouais, je savais pas que tu allais en parler. Ok, donc on attaque. Alors, on est là pour vous parler d'un système d'information. Et avant de parler du système d'information, donc comme je vous ai dit, ça fait 25 ans que je travaille dans le service. Et dans le service, en fait, c'est quoi notre métier, en fait? Donc, nous avons plusieurs choses qui sont importantes. La première chose, c'est que dans le service, c'est très important d'arriver à bien recruter. Chose très importante. Ah. Deuxième chose, on est un métier de service, donc c'est de trouver des bonnes missions pour les ingénieurs qu'on a recrutés. Donc, deuxième chose qui est très importante. Troisième chose, c'est d'arriver à gérer des équipes. Donc on a des gens qui sont assez exigeants, qui sont des développeurs, donc qui aiment bien avoir des bons outils. Donc ça, c'est le troisième axe de notre métier. Et le quatrième axe, pour qu'une boîte fonctionne bien, il faut faire du reporting. Donc en fait, pour organiser tout ça, il faut un système d'information. Donc on va voir maintenant ce qui s'est passé chez Sphère. Donc on a décidé il y a quelques temps de basculer tout notre système d'information sur le cloud. Ça a plusieurs vertus. Déjà, la première des vertus, c'est que ça nous permet de faire du dogfooding, c'est-à-dire que ce qu'on propose à nos clients, c'est quelque chose que d'abord on implémente pour nous. Donc, souvent les gens parlent quand on intervient, quand un client nous contacte, il va souvent dire moi, ce dont j'ai besoin, c'est qu'on me code une application, en fait. C'est souvent le cas. Et en fait, on essaye de changer cette manière d'imaginer les choses. Ce qu'on propose maintenant à nos clients, c'est plus de dire on va vous coder une application, c'est on va vous coder une plateforme. Cette plateforme, elle expose une API qui est consommée par des frontaux. Et donc, pour accueillir cette plateforme, il y a différentes stacks qui sont disponibles. Alors, je ne veux pas vous faire l'affront de vous citer ou de vous commenter ces différents sigles. Bon, le YAS, tout le monde en a entendu parler. Il y en a peut-être deux qui sont un petit peu nouveaux, qui sont en train d'arriver. Qui a déjà entendu parler du CAS? Alors, le principe du CAS, c'est Container as a Service. Qui a déjà entendu parler de Docker? Je pense que tout le monde a entendu parler de Docker. Voilà. Et donc, l'idée, c'est dans une infrastructure CAS, c'est qu'on va avoir un cloud provider qui va nous manager nos containers, en fait. Et donc, pour ça, il propose des solutions pour héberger les containers. Et souvent, c'est accompagné d'un orchestrateur qui va surveiller si ces différents containers fonctionnent bien. Le PaaS, tout le monde en a entendu parler. Et le FaaS. Qui a déjà entendu parler du FaaS? Il y en a beaucoup plus que le CAS, c'est surprenant. Donc le FaaS, l'idée, c'est d'héberger ce qu'on appelle des cloud functions. Donc de temps en temps, on a des petits bouts de code, ce que j'appelle des triggers. Et plutôt que de déployer toute une application pour accueillir ce trigger, on va déployer ce qu'on appelle une cloud function. Et on a les cloud providers nous proposent des infrastructures qui permettent de manager ces cloud functions. C'est ce qu'on appelle le FaaS. J'aime bien le terme nanoservice. Je pense que ça explique bien. Ouais. Non, t'aimes pas? Moi, je suis pas trop nano-micro, en fait. Mais, okay. Donc moi, j'aime bien nanoservice. Voilà. Je n'utilise pas trop l'expression microservice, je parle plutôt de feature.
Et pour parler des fonctions, je parle plutôt de trigger. Je trouve que ça illustre bien ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un événement dans le cloud et il y a un trigger qui est déclenché. On a du code qui va réagir. Ça fait pour certains, ça rappelle un petit peu le trigger. Ça rappelle un petit peu les triggers quand on a des bases de données SQL. Et en fait, j'aime bien utiliser ce mot-là justement parce que c'est d'un point de vue espace sémantique, c'est assez proche et ça illustre bien ce que ça sait faire en fait. Voilà, donc le FAS. Donc, il y a en fait de plus en plus de patterns qui sont émergents autour de tout ça. Donc, il y a des patterns historiques, ils sont au nombre de 12, qui permettent de définir qu'est-ce que c'est qu'une belle app cloud native. Donc, qui a déjà entendu parler de ces 12 facteurs? Bon, on ne va pas en parler aujourd'hui, ce n'est pas le but de cette conf, mais n'hésitez pas à regarder sur Internet. On parle aussi de services qui sont managés ou de services qui sont serverless. Est-ce que vous voyez bien la différence entre serverless et managé? Qui voit la différence entre managé et serverless? Finalement, il n'y a pas tant de gens que ça. Du coup, je vais expliquer un petit peu la différence. Quand on a un service qui est managé, par exemple, je dis je veux une base de données managée par mon cloud provider, en fait, j'ai encore la responsabilité de dimensionner l'infrastructure physique qui va accueillir ma base de données. Simplement, le cloud provider, il va la manager pour moi. Quand je suis sur une infrastructure serverless, je peux aussi avoir une base de données qui est serverless. Dans ce cadre-là, je ne sais absolument pas combien de ressources physiques, que ce soit de la RAM, de la CPU ou du réseau, vont être utilisées. Tout ça, ça m'est complètement masqué par ce que propose le cloud provider. Donc on va dire que le serverless, c'est l'étape d'après en termes de maturité. C'est l'étape qui suit les services qui sont proposés en mode managé. Et pour ce qui est du cloud, clairement, tous les nouveaux services qui arrivent sont de type serverless et non plus managés. Donc faites bien la différence quand vous allez choisir maintenant une base de données. Regardez bien si elle est de type managé ou de type serverless. S'il est de type serverless, ben, quelque part, vous êtes déjà en train de travailler sur ces 3 générations de cloud. Autre chose importante, c'est les webhooks. Webhooks et API, c'est deux concepts qui vont bien ensemble. Webhook, tout le monde a déjà entendu parler de webhook? Un petit peu, pas tant que ça. Donc la notion d'API, tout le monde voit ce que c'est. Vous devez intégrer un applicatif, et donc pour pouvoir discuter avec cet applicatif, ben, vous allez le solliciter en passant par une API. Le webhook, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un applicatif, et quand il y a quelque chose qui est modifié dans cet applicatif, il va solliciter votre application, votre système d'information. Donc ça permet en fait de capter des changements d'état dans les produits, qui sont en général des produits SaaS que vous utilisez en fait. Donc c'est très important, et on verra ça un peu plus tard, on en reparlera un petit peu plus tard. Et puis, il y a les RPA. Qui a déjà entendu parler de RPA? Donc quelques-uns. C'est une nouvelle chose qui est en train d'arriver, et c'est quelque chose qui pour moi est très connecté, très corrélé avec le fait que petit à petit le système d'information passe en mode purement cloud. Ça veut dire Robotic Process Automation. L'idée, c'est de dire, là où avant on avait des personnes qui permettaient à des applicatifs différents d'échanger de l'information, petit à petit on va automatiser ça et avoir des robots en fait qui vont permettre aux différentes applications de communiquer. C'est ce qu'on appelle les RPA, on en parlera un petit peu plus tard. Voilà, donc tout a démarré chez Sphere quand on s'est dit, on n'a pas décidé du jour au lendemain de migrer notre système d'information sur le cloud. Donc la première étape, qui est une étape qui est très importante, bon, elle est assez ancienne, c'est lorsqu'on a basculé et on a opté pour G Suite. Donc c'était une première étape, donc là on était en mode, je ne veux plus avoir à gérer mes serveurs, et je prends mes serveurs mail, et je prends un outil externe qui va me permettre de les gérer. Donc on a basculé sur un provider SaaS qui est Google, qui nous a permis, de gérer les emails, mais nous a amené aussi une suite qui nous a permis de coopérer en fait. Donc c'est le premier outil qui a été adopté chez Sphere, c'est assez ancien. C'est un moment important pour nous parce que quand je parle de dogfooding, c'est quelque chose qui
qui a commencé à changer d'entreprise dans sa profondeur. Parce qu'avant 2008, l'équipe business de Sphere savait que nous, développeurs, on produisait des applications web, mais eux, ils ne savaient pas ce que c'était qu'une application web. Parce que, rappelez-vous, avant 2008, il y avait finalement, on avait peu d'occasions d'utiliser des applications web. Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à comprendre qu'est-ce que nous, développeurs, nous codions tous les jours sur nos projets. Ils commençaient à comprendre l'ergonomie, etc. Ça les a fait vraiment rentrer dans le bain de la transformation numérique qui était en train d'arriver. Donc ça, c'est 2008. Deuxième date qui est très importante, on voit qu'il y a quand même une certaine latence, c'est en 2016, on a décidé que toute nouvelle acquisition d'un produit, quel qu'il soit, devrait être cloud native. Donc c'est une décision qui est importante. L'idée, c'est vraiment de penser, de dire, tout nouveau produit qui arrive chez Sphere doit être cloud native, et ça a amené un certain nombre de choses qui sont importantes du point de vue de la manière de choisir un produit, en fait. Donc c'était, en gros, première étape, c'est si on sélectionne un produit, ce produit existe sur le marché, on va l'adopter. S'il n'existe pas, on le développe, et si on le développe, on respecte les principes qui permettent de faire du développement cloud native. Admettons que je choisis un produit qui correspond à mes besoins, enfin qui semble correspondre à mes besoins, je dois faire plusieurs tests. Donc jusqu'à maintenant, souvent, on regardait si le produit qu'on allait utiliser du point de vue métier correspondait à ce qu'on attendait. C'est un test qui est fait assez classiquement. Deuxième chose, c'est quelque chose qui arrive fréquemment, ce n'est pas systématique, on va vérifier l'UX et l'UI. Vérifier que l'UX est agréable et que les utilisateurs sont satisfaits. Ça, c'est important, et surtout que nous, étant dans le service, UX, UI, c'est très important. Il faut que les sphériens qui sont à droite et à gauche puissent utiliser l'outil simplement sur les appareils qu'ils utilisent pour se connecter au système d'information, que ce soit des machines ou des smartphones. Troisième chose qui est très importante quand on fait un IC Cloud, et qui est rarement, voire jamais vérifiée, c'est l'expérience développeur. Puisqu'en fait, vous allez sélectionner un produit SaaS, et pour pouvoir dialoguer avec ce produit SaaS, il va falloir passer par une API et éventuellement recevoir de l'information sous la forme de webhook. Vous pouvez être sûr que tous les produits SaaS du marché proposent une API. Maintenant, tant que vous n'avez pas joué avec cette API, vous êtes incapable de dire si cette API elle est developer friendly. Donc ce qu'on fait chez Sphere maintenant quand on sélectionne un produit de ce type-là, on organise une semaine de hackathon, on appelle ça Hack My API, pour tester l'API du produit, afin de vérifier qu'en fait, on sera capable de facilement intégrer ce produit dans notre système d'information. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est souvent oublié. Et il faut absolument l'inclure dans vos process quand vous sélectionnez un produit. C'est vérifier que l'API qui est proposée, en fait, est developer friendly et que vous allez pouvoir l'utiliser simplement et efficacement pour l'étendre et intégrer la donnée qu'elle expose à l'intérieur de votre système d'information. C'est vraiment un point important parce qu'on a eu vraiment des mauvaises surprises, on peut dire. Parce que la plupart des éditeurs vous diront oui, on expose une API, oui, on expose des webhooks. Et en fait, il n'y a qu'avec des hackathons comme ça que vous allez pouvoir creuser vraiment. Et on a eu des cas où il y avait 2 get d'exposés, le reste c'est des web services très mal construits, où en fait on se rendait bien compte que pour ce qu'on voulait en faire derrière, on aurait beaucoup de mal à consommer et à utiliser la donnée. Donc ne croyez pas sur parole tous les éditeurs qui vont vous dire oui on a des webhooks, oui on a des API, il faut vraiment le tester pour pouvoir le vivre en fait. Autre point très important, c'est rajouter ces moments, ces semaines de hackathon autour d'une API, c'est donner la possibilité à des développeurs de dire non à un produit. Alors comme ça semble anodin. Mais quand les gens du métier ont dit « ouais, c'est un super outil », quand les utilisateurs ont dit « ouais, l'UX, c'est super », en tant que développeur, il faut être un petit peu courageux pour dire « en fait, finalement, l'API, elle est vraiment pourrie, je rejette, et on ne prendra pas ce produit-là ».
Et c'est assez important d'écouter, quand vous faites ça, d'écouter les développeurs pour les autoriser justement à ne pas adopter un produit qui éventuellement avait été sélectionné par les autres parties, en fait. Voilà, donc on a fait ce choix. Après, donc, derrière, on a commencé à itérer, on a testé pas mal de produits et ça a mis du temps pour obtenir les premiers produits qu'on pouvait intégrer chez Sphere. Donc le premier produit, c'est 2018, non, je pense que c'est 2017, on a mis 2018, mais c'est... Ouais, le premier produit, c'est ça, c'est 2017, on a choisi, on a récupéré Workplace. Ah oui. Je ne sais pas si vous connaissez Facebook, Workplace. Qui connaît? Pas mal. C'est un outil qui répond bien aux besoins en termes de création d'une communauté, qui a une bonne UX, tout le monde la comprend, qui marche bien sur smartphone. Super adhésion. Enfin, super adhésion. Ça a explosé chez nous quand on l'a mis en place. Ouais, alors pour vous donner une idée, moi, j'ai pas Facebook. Donc quand un Sphérien est venu me voir en me disant « Didier, j'aimerais bien qu'on voit si on ne peut pas adopter Workplace », j'étais plutôt sceptique. Hein. Je vous rappelle qu'il a 50 ans. Et puis finalement, lorsqu'on a lancé le déploiement, j'étais toujours sceptique après tous ces tests-là. On avait vérifié en gros que le produit correspondait à ce qu'on voulait, qu'il y avait une bonne API, etc. Et je lui ai dit, parce que j'avais déjà essayé N fois de créer des communautés de développeurs. J'ai fait des blogs, j'ai fait des groupes, du Slack, enfin voilà, j'ai passé par tout ce qui peut exister. J'avais jamais vraiment réussi à lancer quelque chose. Et je lui ai dit, tu as le droit de déployer WordPress, mais tu n'en parles à personne. Gros défi. Au bout d'une semaine, il y avait 75% des Sphériens qui utilisaient Workplace. Pour vous donner une idée du niveau d'adoption, ça a été absolument incroyable. Ok, donc je continue. Donc après là, on était sur un produit un petit peu annexe, communautaire, mais qui répondait bien à nos attentes. Et on va voir que c'était très utile justement le fait qu'il y ait une bonne UX pour les développeurs. Donc on a eu, durant l'été 2018, on est allé dans la Silicon Valley pour une learning expédition, et l'objectif c'était de choisir, je vous avais dit, dans nos métiers, il y a un métier qui est très important, qui est le métier du recrutement. Donc pour organiser le recrutement, il y a des produits qui existent sur le marché et qu'on retrouve derrière le trigramme ATS, donc Acquisition Talent System. Je ne sais plus, tu m'as dit, mais je ne me souviens plus. Je pense que c'est ça. Et donc l'idée, c'était de rencontrer des boîtes de la Silicon Valley qui proposaient des outils pour faire du recrutement, en fait. Donc on en a sélectionné un. Ce produit, c'est Lever, en fait. Donc à nouveau, on a vérifié l'UX, super UX. On a testé auprès des utilisateurs, très contents. Et puis on a vérifié les API, superbe API, ça marche très très bien. Et donc qu'est-ce que fait en fait ce produit ? Il va simplement permettre, quand quelqu'un candidate chez Sphere, de le suivre à travers ce qu'on appelle le pipeline de recrutement. C'est toutes les différentes étapes, donc les différents entretiens, le suivi du contrat, etc. Ça nous permet de suivre, en fait, le candidat dans son parcours de recrutement chez Sphere. Et en gros, chaque fois qu'il y a une étape qui est franchie, en fait, la personne qui s'occupe de suivre le candidat va déplacer le candidat d'un état à l'autre. Et donc, ce qui est important, pourquoi c'est important juste d'avoir testé en amont ce produit, c'est que justement, Lever propose un webhook. Et donc, dès qu'un candidat change d'état, notre système d'information, si on le souhaite, peut recevoir une requête pour dire ce candidat vient de passer de tel statut à tel statut, en fait. Donc ça, c'est assez important de pouvoir capter ces informations. Et ce qui était aussi très intéressant dans la démarche, c'est qu'on commençait, nous, à nous préparer à ce switch en se disant, on ne veut plus d'usine à gaz, on est capable maintenant, avec l'approche cloud ready, cloud native, de dire, dès qu'on veut un outil, donc là c'était le cas pour le recrutement, on n'a aucun scrupule à choisir telle ou telle startup qui fait vraiment l'outil très très bien, mais qui fait que ça. Verticalisé. Voilà. Alors que la tendance avant, c'était plutôt d'avoir des gros ERP qui gèrent la facturation, le recrutement, la gestion de collaborateurs et tout ça, et qui fait tout un petit peu mal. Donc là, on a vraiment fait un switch radical en se disant, avec ces outils-là, on avait cette approche cloud native où on savait ce qu'on voulait faire derrière, et donc maintenant, on n'a aucun scrupule à choisir le petit outil qui va bien. La raison principale pour laquelle on s'autorise ça, c'est qu'on a testé les API et on sait qu'on va pouvoir intégrer le produit, en fait.
et le connecter à notre système d'information. Là où avant, quand on prend un ERP, on a un petit peu peur des projets d'intégration et on préfère avoir un intégré justement qui va nous éviter de passer par cette phase d'intégration. Voilà, donc ça je l'ai... Alors non, en fait, quand on a mis en place ce fameux outil, Lever, on avait avec Didier commencé à réfléchir à ok, c'est bien, on a un pipeline, on a des informations, on a des webhooks, comment on va exploiter ça? Donc ça a été aussi pour nous, donc on a essayé d'identifier comment on allait récupérer l'information et qu'est-ce qu'on allait en faire derrière. Et on avait un use case qui était intéressant chez Sphere, c'est que quand une personne est recrutée, on a un ensemble que ce soit les commerciaux, la DAF, il y a tout un groupe de personnes qui ont besoin de savoir qu'une personne arrive chez Sphere. Et historiquement, ce process, pour l'instant, passait par un envoi manuel de mail. C'est-à-dire que les personnes du recrutement, dès que le contrat était signé, faisaient un mail manuel à ce groupe de personnes pour leur dire « telle personne nous rejoint à telle date ». Donc le premier use case qu'on a voulu mettre en place pour justement tester un petit peu tout notre workflow, ça a été déjà d'avoir la capacité de faire transiter des messages dans notre SI, donc parce que la personne qui est recrutée, c'est un message intéressant. Donc de la capacité de lier ce message à un use case bien précis qu'est l'envoi de mail. Donc on va automatiser maintenant l'envoi de mail. Et du coup, on a rajouté un petit peu de briques en disant tout ça, on va vouloir le suivre, forcément. Donc, tous les changements d'état d'un candidat dans Lever, on va vouloir les loguer et les tracer. Et du coup, après, pourquoi pas, Lever expose une API, pourquoi pas ne pas se contenter du message fourni par Lever, mais de l'enrichir avec des données, enfin, un peu plus de données pour les exploiter, et de même piloter Lever via l'API. C'est-à-dire que, typiquement, on a eu des use cases où un changement d'état nous donnait accès à l'API de Lever et nous permettait de commander l'outil pour le faire changer certaines informations. Alors, à quoi ça ressemble un petit peu? Donc là, on vous a mis, c'est vraiment le step 1, hein, c'est ce qu'on a mis en place. Cet outil nous a permis d'industrialiser un petit peu tout ça. On a Lever d'un côté, on a la brique d'intégration de Sphere. Donc la brique d'intégration de Sphere, c'est quoi aujourd'hui? C'est un binôme de Cloud Function et de PubSub. Tout le monde voit ce que c'est un PubSub? Voilà. Un grand bus d'événements qui va nous permettre de faire transiter un petit peu les informations dans notre SI. PubSub, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'univers cloud de Google, c'est un équivalent à RabbitMQ ou Kafka. En fait. Voilà. Et du coup, là, on utilise encore, alors vous voyez, cette facilité d'intégration. On a un besoin qui est l'envoi de mail. On a un outil, donc on a utilisé SendGrid, qui expose une API et qui expose des webhooks pour nous faciliter la mise en place de ce besoin. Alors ça ressemble à quoi? Ce qu'on a mis en place aujourd'hui, c'est un enchaînement, on va dire, de messages et de traitement de ces messages. Ce qu'on vous a exposé là, vous avez donc Lever qui expose des webhooks et des API. La première information, c'est on a recruté une personne, il a signé son contrat. Donc on a un webhook dans Lever qui va nous indiquer qu'il y a eu un changement de statut. Ce webhook, on l'a du coup branché pour qu'il trigger une Cloud Function. Cette Cloud Function va faire juste passe-plat et déverser le message dans notre système d'information. Pour faire ça, on a un PubSub générique qu'on a appelé Sphere Hub. L'intérêt de ce PubSub, c'est de se dire ça va être le point d'entrée de tous les messages qui vont rentrer dans notre SI. Donc ça, c'était intéressant quand on a commencé à réfléchir à l'architecture. On s'est dit, on sent bien qu'avec ce genre de pattern, on peut très vite se perdre avec beaucoup de PubSub, beaucoup de Cloud Functions. La première priorité qu'on avait avec Didier, c'était de se dire on veut rationaliser et avoir quelque chose de je cherche un mot, aide-moi là. Sécuriser. Non, c'était pas ça. Ok, je sais pas. Rationaliser, c'est bien. Rationaliser, c'est bien. Tu l'avais dit. Si je retrouve le mot, je vous le redirai. Et la première étape, c'est Didier qui l'a mis en place, c'était d'avoir juste la chaîne du haut, à savoir les messages qui transitent dans notre Sphere Hub, qui sont traités par une Cloud Function qui va juste en fait les enregistrer dans un BigQuery. Donc ça, c'est la première brique qu'on a mis en place. Qui a un peu une idée de combien de temps ça prend pour mettre en œuvre ça? Donc dites-vous, si je suis sur une infrastructure classique, il faut que je déploie une application
qui va accueillir les requêtes HTTP qui viennent du webhook. Derrière, il faut que je publie dans un bus, l'équivalent à RabbitMQ ou Kafka. Derrière, je vais récupérer les événements qui ont été publiés dans ce bus. Tous les messages qui sont publiés là-dedans, je les récupère et je les log dans une base de données. D'accord? Donc il faut que j'ai aussi installé une base de données. Construire cette chaîne-là, est-ce que vous avez une idée un petit peu du temps qu'il faut pour construire ça? Allez, lancez-vous. 15 minutes. Hein. Ouais, oui. Si c'est terraformé. Non, en gros, développer une Cloud Function, c'est simplement vous faites un bout de code et vous faites deploy. C'est vraiment très simple. D'accord? Ça prend, effectivement, ça dépend si on est à l'aise, si on sait bien ce qu'on veut faire, mais ça peut aller très très vite. Effectivement, ça peut prendre quelques dizaines de minutes. Créer un pub-sub, un bus qui va recevoir des messages. Ça prend 3 secondes. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'installer un Kafka, même vous n'avez pas besoin de prendre un produit managé. Ces deux produits d'ailleurs, là, Cloud Function et PubSub, ce sont des produits en mode serverless. D'accord? Et donc, je n'ai pas du tout à me préoccuper de l'infrastructure physique qui va accueillir ça, de provisionner du réseau, de faire des choses comme ça. Je n'ai pas du tout à m'en préoccuper, en fait. Donc ça prend, créer ce topic dans lequel on va publier, ça prend 3 secondes. C'est plus simple que d'envoyer un email. Et pourtant, dès que j'ai fait valider, ça peut encaisser 1 million de messages par seconde. Donc ça tient en termes de scalabilité, c'est ultra fiable. Et là, on retrouve à nouveau une Cloud Function, donc c'est à nouveau très rapide, enfin c'est le temps qu'il faut pour coder, hein, on va dire. Et puis derrière, un BigQuery, à nouveau, c'est une base de données de type serverless. Donc je n'ai pas du tout à me préoccuper de la dimensionner en termes de serveur ou des choses comme ça, juste à penser son schéma. Bon, bah là, le schéma, il est ultra simple. Hein. J'ai un timestamp, un message, et puis ça se limite à ça, en fait. Bon, il y a un peu plus de métadonnées, mais peu importe. Mais on va dire que le schéma, il reste très, très simple. Donc ça, en quelques heures, on est capable de faire une chaîne comme ça, qui va permettre de loguer tous les messages qui sont à l'entrée du système d'information. Et puis, si on veut, une fois que cette chaîne est faite, ce qui est très important, c'est que si on a un autre applicatif ici, par exemple SendGrid, et qu'on veut intégrer un webhook, eh ben, on va le faire arriver dans ce même Sphere Hub, en fait. Et du coup, on va avoir tous les logs au même endroit de tous les messages qui circulent depuis l'extérieur vers l'intérieur, en fait. Du coup, la deuxième étape, donc, on a réussi à capter tous ces événements pour les loguer. On a fait des analyses dessus. Ça nous a permis de piloter un petit peu aussi même l'activité de recrutement, de voir un petit peu comment les choses se passaient. Après, donc, on rentre dans notre use case où on a voulu automatiser l'envoi de mail. Donc là, on a développé une Cloud Function qui, pour le coup, va vraiment invoquer l'API de Lever parce que les messages qu'on recevait étaient plutôt bruts. Et pour avoir le mail que l'on souhaite envoyer contient un certain nombre d'informations. Donc, il a fallu faire du mashup un petit peu, faire plusieurs appels d'API, consolider les messages. Donc, c'est le rôle de cette Cloud Function qui, après, va passer l'information à un nouveau PubSub pour dire il y a un changement d'état pour un candidat. Et là, vous avez cette fameuse brique bleue. Cette fameuse brique bleue, ça... Je précise juste, ici, en fait, ça, c'est un message technique qui arrive. Ici, c'est un message métier, en fait. Voilà. Là, on avait plutôt des ID. Dans ce message qui arrive, c'est des identifiants d'un candidat. Et là, on a son nom, son prénom, son adresse, etc. Et donc, cette fameuse brique bleue, c'est elle qui va prendre en charge, elle s'abonne donc au changement d'état du candidat et va dire, bah, moi, j'ai un travail, c'est de publier un mail aux personnes intéressées. Donc, ça ressemble à quoi? Bah, ça ressemble, c'est pour ça qu'on veut la représenter ici. C'est une brique qui va du coup construire un message mail. Donc, il y a pour l'API de SendGrid, il y a un certain nombre d'informations qui sont nécessaires. On va loguer systématiquement, ça c'est pareil. C'est quelque chose qu'on s'est obligé à mettre un petit peu partout dans notre SI pour toujours avoir des informations sur le déroulé et la consommation de nos fonctions. Et du coup, on a une Cloud Function ici qui va donc recevoir l'information d'envoyer un mail et va utiliser l'API de SendGrid pour le faire. Et là où c'est intéressant, c'est que SendGrid offre aussi un webhook pour vous donner l'état, enfin la façon dont les personnes ont utilisé votre mail. Donc je suis capable de dire, je l'ai envoyé à 12 personnes, il y en a 10 qui l'ont lu, 2 qui l'ont supprimé, ce genre de choses. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'en fais de cette information? Je ne vais pas la traiter ici, je vais la renvoyer dans mon bus Sphere Hub et peut-être que ça intéressera quelqu'un. Pour l'instant, on ne s'en sert pas. Demain, on sera capable
de voir un petit peu si ce mail a un sens ou pas, s'il est consommé, s'il est vu. Peut-être qu'on se rendra compte que personne ne le lit et que ça n'a plus de sens d'envoyer ce mail-là. En fait, ce qui est intéressant, c'est que maintenant que tu as codé ça, moi, je peux le réutiliser. Exactement. Parce qu'en fait, ce que vous voyez là, c'est que la première Cloud Function, elle est très contextuelle, c'est-à-dire qu'elle est liée au métier en se disant il y a un changement d'état d'un candidat, donc qu'est-ce que je dois faire? Je veux envoyer un mail aux gens concernés. Par contre, le PubSub SendMail et la petite Cloud Function qui est en dessous, voilà, celle-là, ça c'est une brique technique. C'est-à-dire que c'est une fonction qui prend en entrée un message type de mail et qui va envoyer un mail. Du coup, c'est-à-dire que demain, si Didier veut, dans un autre use case, envoyer des mails à travers notre SI, il y a la brique qui est prête pour ça. C'est juste envoyer à publier dans ce SendMail-là. C'est ça. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Il y en a parmi vous qui ont déjà développé des Cloud Functions. OK, donc ça va vous parler. Alors, assez rapidement, le but, c'est pas une Cloud Function, ça reste du code. Hein. Alors, attendez, je suis un peu perdu là. Est-ce que vous voyez un peu ou pas? Non? C'est bien? Tout le monde voit bien? OK. Donc là, c'est une Cloud Function qui est écrite en Go. Cette Cloud Function, c'est la première dont je vous parlais, qui va récupérer l'information comme quoi le statut d'un candidat a changé, et qui va formater toutes les informations pour le repousser dans le PubSub d'envoi de mail qui va être traité par la brique technique. Donc c'est assez simple, hein, vous voyez, c'est une fonction qui s'abonne, dont le trigger est un PubSub. Donc c'est le point d'entrée, ça va être cette fonction-là. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère les informations du message. Donc dans le PubSub, j'ai quoi? J'ai le candidat qui a signé son contrat, son nom, son prénom, ce genre de choses. Et qu'est-ce que je vais faire? Après, j'ai des petits bouts de code qui vont... Donc l'idée, c'est de publier le mail concernant ce candidat. Donc ça va être une fonction qui va construire... Vous voyez, on a une trame de message ici. Je vais construire un message particulier avec le candidat ID, son nom. Le owner, c'est la personne du recrutement qui l'a fait rentrer chez Sphere. La ville concernée, parce que cette application, elle est partagée par tout le groupe Sphere. Donc c'est intéressant de savoir que ça concerne Paris, Nantes, Lille, etc. Et après, j'ai juste à publier cette information. Donc je crée un message, et ce message, je le pousse dans le topic. Donc vous voyez, la plupart de nos Cloud Functions, enfin je rentre pas dans le détail, je pourrais vous montrer plus en détail si ça vous intéresse après la conf, mais ça reste du code assez simple à mettre en place. Donc on l'a découpé volontairement pour pouvoir tester, mettre en place des tests unitaires, tout ça, mais ça reste assez simple. Souvent je prends un message, je le transforme, éventuellement je peux appeler des API pour le consolider, mais je le repasse à mon voisin, par l'intermédiaire d'un PubSub. Et donc ça c'est quelque chose que vous pouvez tester aussi. Donc là vous voyez, je suis dans la console Google, donc là je suis sur ma Cloud Function. Donc si je veux la tester, j'ai un petit onglet ici dans lequel je peux lui passer des points d'entrée. Donc ça, on est plutôt dans des triggers HTTP. Alors petite astuce, quand vous faites une Cloud Function, moi j'aime bien la même Cloud Function, lui faire un code qui est trigger par PubSub et un code qui est trigger par HTTP. Parce que pour développer, c'est plus facile de trigger par HTTP justement avec des jeux de données différents. Donc là, j'ai bien un trigger HTTP qui a été déployé sur cette Cloud Function. Vous voyez, je l'envoie. Donc là, je n'ai pas à me soucier de est-ce que la Cloud Function, elle est démarrée, est-ce qu'elle est accessible ou pas. Ça, c'est complètement géré par la plateforme. Et du coup, si je reviens dans ma boîte mail, vous voyez, j'ai ici, donc c'est un mail de test qui contient un petit peu l'ensemble des informations qui a été consolidée à travers toute la chaîne. Donc j'ai le nom de la personne, l'entité concernée, le type de profil, quand est-ce qu'il va arriver chez nous, etc., etc. Et après, ce qui est intéressant, c'est que j'ai créé un lien lever, parce que la plupart des personnes qui reçoivent son mail sont censées se dire tiens, il y a quelqu'un qui arrive, j'aimerais bien voir qui c'est, avoir un peu plus d'infos. Et donc en cliquant sur ce lien, on arrive directement dans lever avec le bon ID qui nous permet de voir les informations de la personne. Donc voilà, donc ça c'était notre premier use case. La deuxième étape, quand on a mis ça en place avec Didier, c'est très rapidement, les besoins se sont enrichis et de nouvelles fonctionnalités, on a voulu mettre en place de nouvelles fonctionnalités. Donc, on vous parlait de Workplace, c'est bien de notifier les personnes par mail, mais c'est un peu vintage quand même.
Et on se disait, on a un bel outil qui permet de faire ça aujourd'hui, donc pourquoi ne pas notifier à travers Workplace l'arrivée des nouveaux sphériens? Donc Workplace, on vous l'avait dit, avait une API qui nous a permis de mettre ça en place. On a aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Lever s'appuie pas mal sur LinkedIn pour un certain nombre de choses, pour faciliter le process. Donc on a développé une extension Chrome avec les API LinkedIn pour faciliter un certain nombre de besoins qui nous étaient propres. Et en fait, du coup, vous voyez, on enrichit un petit peu notre SI. C'est-à-dire que là où aujourd'hui j'avais que Lever et SendGrid pour un besoin bien particulier, eh ben aujourd'hui je vais commencer à rajouter de nouveaux acteurs. Mais c'est pas grave, moi je suis toujours concentré sur ma brique d'intégration. Tous ces acteurs respectent mon contrat, à savoir j'ai des API, j'ai des webhooks, je peux facilement les manipuler. J'ai juste moi à développer de nouvelles cloud functions et de nouveaux PubSub. Alors ça ressemble à ça, on n'a pas changé, mais vous voyez ce qui change, c'est mes petites briques bleues. C'est-à-dire que là, j'ai, pour une même fonctionnalité qui est le statut d'un candidat a changé, je vais maintenant enrichir mon SI avec de nouvelles fonctionnalités. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on a commencé à construire ça, on s'est rendu compte avec Didier qu'on avait un pattern qui commençait à se mettre en place. Et on a voulu surtout se coacher garder ce pattern-là, parce qu'on n'était pas que les seuls à développer sur le projet. Et du coup, l'idée, c'était que si demain un développeur doit rajouter une fameuse petite brique bleue, moi, je veux qu'il prenne la même architecture qui a été mise en place pour toutes les briques. Alors, ce pattern, c'est celui-là, hein, je reprends ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'on va toujours avoir un peu, en amont du traitement d'une fonctionnalité, le code qui est plutôt le code d'intégration, plutôt métier, fonctionnel. Je sais ce que je fais, je sais ce que je veux, je sais quelle API je vais aller chercher. Et quand j'ai fait mon travail, je vais passer l'information à un code technique. Donc on vous a parlé tout à l'heure de l'illustration avec les mails. Le code technique, c'est quoi? Je veux envoyer un mail. Et donc j'ai pas besoin que ça soit un mail de Lever ou un mail du CE, peu importe. Ça devrait toujours passer par la même brique technique. Et souvent, pas tout le temps, mais on l'a vu avec Lever aussi, on peut avoir des webhooks. Il va y avoir des transformations, il va y avoir des informations qui vont se propager. J'aurai souvent besoin de repasser de l'information à mon SI, et donc je rentre toujours par le Sphere Hub. Donc voilà, vous voyez, le système s'enrichit comme ça, mais toujours avec le même pattern derrière. Ouais. Ça, c'est intéressant, hein. Je ne veux pas imaginer combien ça m'aurait coûté à développer et déployer, surtout en termes d'infrastructure, à garder en prod, en fait. Parce qu'il m'aurait fallu des machines, du soft, un certain nombre de choses comme ça, des gens qui surveillent. Là, le run de ça, hein, c'est vraiment en prod chez nous, ça nous coûte 0. On est sur des... faut avoir en tête que une brique comme PubSub, ça a été construit et imaginé par Google pour encaisser 1 million de messages par seconde. On ne recrute pas 1 million de candidats par seconde. D'accord ? Pas encore. Donc le volume d'informations qui circule dans cette infrastructure, il est très faible en fait. Si j'étais sur une manière classique d'aborder l'IT, j'aurais eu pas mal de machines pour gérer tout ça. Rien que d'avoir un bus, et je veux que ce bus il soit tout le temps disponible, donc il me faut au moins un cluster avec plusieurs machines, voire dans plusieurs data centers. Enfin, on rentre dans des trucs qui sont tout de suite très compliqués. En passant sur une infrastructure serverless, en fait, on n'a pas du tout à gérer ça. Et du coup, c'est ça qui est aussi intéressant d'être sur ces infrastructures-là, ces infrastructures cloud, c'est qu'on commence à s'autoriser à imaginer des choses qu'on ne pouvait pas imaginer avant, en fait, en termes de delivery. Je te prends un peu de ton eau, parce que moi, j'en ai... Oui. Tu veux pas continuer un peu là? Non. Et donc, ce que vous venez de voir, cette brique qui en fait reçoit des messages d'un applicatif du système d'information et réenvoie des messages et agit sur d'autres parties du système d'information, c'est ce que maintenant c'est un pattern que les gens appellent RPA. Robotic Process Automation, c'est exactement ça en fait. Et donc, le fait de passer sur des infrastructures serverless, ça va dynamiser l'usage de ce nouveau type de manière de construire son système d'information. Alors, du coup, forcément, on a été un peu plus loin que ça quand même. Déjà, la sécurité, c'est un point très fort pour nous, c'est que le fait de passer par ces plateformes-là, ça nous a enlevé, on parlait de gain de temps, ça nous a enlevé toute la partie sécurité. Parce que la sécurité est portée par la plateforme.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'organisation Sphere, je gère déjà mes utilisateurs, je gère leurs droits, je sais qui peut accéder ou pas à un projet, donc je n'ai pas à réinventer un petit peu toute cette couche technique. Donc ça, c'était déjà un gain de temps. Je pense qu'ils ont oublié qu'ils devaient compter le nombre de groupes. Est-ce que les noms des groupes qui sont présents là, ils comptent dans le jeu ou pas? Ça, c'est pas un groupe, ça. Ah bon? Ah, tu veux dire sur le... Non, ça compte pas, Ça pardon. compte pas. Il y en a qui jouent au jeu ou on s'en fout? Ok. Parce que ça me ferait mal quand même. Donc là, il y en a un, par exemple. On a beaucoup travaillé aussi sur toute la chaîne de CI/CD, donc sur qu'est-ce qu'on pouvait automatiser un maximum, justement pour que quand, en tant que développeur, je publie une nouvelle fonctionnalité, je modifie ma cloud fonction, comment tout ça va se mettre en place. Alors il y a deux étapes. Il y a tout ce qui est un petit peu infra. Aujourd'hui, on a deux projets dans notre organisation, un qui est plutôt un projet de dev sur lequel on va faire nos tests et sur lequel on va pouvoir tester, enfin mettre en place un petit peu des nouvelles fonctionnalités. Et on a le projet de prod qui est celui forcément qui est aujourd'hui exposé. Ça nous semblait assez évident que les deux projets qu'on allait enrichir au fur et à mesure l'infrastructure et qu'on on passerait forcément à côté de quelque chose si demain Didier veut remplacer une fonction qui veut rajouter un nouveau pub-sub, s'il ne pense pas le faire dans le dev, bon, ça ne peut pas fonctionner. Donc Terraform, ça a imposé comme la solution pour nous, déjà pour tout ce qui est, on va mettre dedans tous les pubs. Oui, pardon. Non, mais je veux juste demander qui connaît Terraform, parce que tu en parles comme si... Ah, ok. Terraform, on est dans des concepts un peu d'infrastructure as code, plateforme as code, je ne sais plus comment on dit. Infrastructure as code, pardon. Et si vous voulez, on a mis dans des scripts de déploiement Terraform toute la partie outillage. Donc on utilise des tables BigQuery par exemple, elles sont construites à partir de Terraform. On utilise des PubSub, on utilise des buckets. Enfin, vous voyez, toutes les petites briques techniques qu'on peut créer grâce à ces scripts, on va les mettre là-dedans. Et après, par contre, pour ce qui est les cloud functions, on ne peut pas les déployer avec Terraform. Là, on va plutôt utiliser le GitLab CI. Donc, vous connaissez? Qui connaît GitLab CI? Jenkins, hein. C'est un gros Jenkins. Et l'idée, c'est à chaque fois qu'on va modifier le code source dans GitLab, qui est hébergé dans GitLab, forcément, on va déclencher des hooks qui vont déployer nos cloud functions, enfin lancer les tests unitaires, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est assez familier pour tout le monde. Et on pense déjà à l'étape d'après, en fait. L'étape d'après, c'est plein de nouveaux besoins. C'est-à-dire qu'on commence à discuter avec les différents départements chez Sphere. Le commerce va commencer à chercher un nouvel outil pour suivre la relation commerciale avec les clients. Tout ce qui est DAF, admin RH, est en train de choisir aujourd'hui un outil qui va permettre de gérer un petit peu le compte rendu d'activité, la facturation, ce genre de choses. Les développeurs, donc les team leaders chez Sphere, qui sont les managers des développeurs, sont en train de choisir un outil d'HCM pour pouvoir gérer leurs équipes, gérer les entretiens, toutes les rencontres, les formations, ce genre de choses. Les notes de frais, pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est intégré dans un outil, mais avec la philosophie qu'on a mis en place, demain, on pourra choisir un outil qui fait que ça, s'il correspond à notre besoin. Donc on a bien plein de nouveaux besoins. Et ce qu'on voit arriver fort avec Didier aussi, c'est qu'on parlait d'API. Aujourd'hui, nous, on va mettre en place APG. Donc, qui connaît APG? Donc, ça va nous permettre... Gestionnaire d'API. Oui, voilà. API Management. Qui va nous permettre... Alors, c'est un use case un peu particulier. Normalement, quand vous mettez un API Management dans votre écosystème, c'est plutôt pour... contrôler, manager la façon dont vous allez exposer vos API à l'extérieur. Nous, on est dans un schéma un peu inverse, où en fait, on n'a pas beaucoup d'API, en fait, si vous voyez un petit peu tout ce qu'on a codé. Par contre, on consomme énormément d'API externes. Et en fait, on va utiliser les fonctionnalités d'APG plutôt pour manager les API externes à destination de nos développeurs en interne. Donc on pourra utiliser les proxys d'APG pour tout ce qui est authentification, sécurité. On pourra faire des transformations. Il y a plein de policies dans APG qui permettent de transformer les messages un peu plus à notre convenance. Donc c'est quelque chose qu'on va mettre en place très très rapidement. Et enfin, ça répondra aussi à un besoin qui est fort en fait, que APG permet de mettre en place très facilement, c'est le besoin de mock. C'est-à-dire que notre retour d'expérience, c'est que c'est quand même compliqué de tester parce que c'est pas un code qui s'exécute localement facilement.
Et puis tous les éditeurs SaaS, ça c'est un des problèmes, ne proposent pas forcément d'environnement de test pour les API. Et donc souvent, on est confronté, quand on veut tester les API, à manipuler les données de prod, en fait. Et donc si on veut isoler ça et avoir facilement, en gros, émuler le comportement d'un soft, le fait d'être passé par API et d'avoir moqué, ça va faciliter le côté, on va émuler le comportement des outils qu'on intègre, en fait. Et c'est vrai qu'avec APG, on peut très facilement créer des environnements et indiquer quel est le target, donc la cible, et de pouvoir moquer facilement, bouchonner, même transformer. Enfin, on aura vraiment tous les outils pour moquer facilement. Eh bien, merci. Vous verrez que